Suspense dans la salle. Ouais, Julie, c'est ton tour. Oui, alors je regarde si j'ai toujours accès au partage d'écran parce que quand on a fait le test de jeu, le voilà, c'est bon. Ok, c'est bon pour vous. Super, et je vais peut-être juste passer un diapo. Ok. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci tout d'abord à l'équipe pour l'invitation à venir présenter donc ces éléments de réflexion sur la traduction du vernaculaire africain-américain dans Gone with the Wind, le roman de Margaret Mitchell. Je vais commencer par représenter ce texte qui constitue le corpus source et expliquer pourquoi je m'y suis intéressée, parce que c'est un objet d'étude qui n'est pas complètement neutre. Donc, Gone with the Wind a été publié par Macmillan en 1936 aux États-Unis et a connu un succès immédiat. Il a remporté le prix Pulitzer l'année suivante, face à Faulkner quand même. Et les droits ont été vendus pour de nombreuses traductions, dont le français avec Gallimard, qui a sollicité Pierre-François Caillé pour ce projet. Le roman Autant en emporte le vent sort en 1939 dans la collection hors série littérature, vous le voyez ici au milieu, et est ensuite l'objet de plus d'une dizaine d'éditions, dont plusieurs destinées à la jeunesse. Pour ma génération, c'est souvent comme ça qu'on a connu le roman. Un format poche également, c'est un roman qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en France au fil des décennies, donc euh, voilà, un chiffre qui est assez rare. Gone with the Wind, c'est une œuvre canonique, tant en France qu'aux États-Unis, avec une réception qui est assez différente dans les deux pays. Aux États-Unis, il a joué un rôle important dans le récit sur la période de la Reconstruction et dans la mythologie historique sur la Lost Cause ou cause perdue, cette idéologie négationniste qui propose une réécriture de la réalité de l'esclavage et de la période qui a suivi son abolition. Ainsi, au fil des décennies, il est resté, et jusqu'à aujourd'hui, emblématique d'une certaine idéologie de la suprématie blanche, présentée comme fidèle à la réalité historique, et de nombreux jeunes Américains dans les États du Sud ont découvert le film adapté du roman en cours d'histoire. C'est présenté donc comme un témoignage historique tout à fait valable. Si la place du livre dans l'historiographie de la Reconstruction et dans le discours politique contemporain de l'aile droite républicaine américaine vous intéresse, je recommande chaudement l'excellent ouvrage de Sarah Churchwell que voilà, j'étais tentée de vous partager. Alors, j'ai travaillé l'an dernier, en effet, à une analyse comparée des deux éditions les plus récentes qui sont sorties de façon concomitante. La première, c'est la dernière édition Gallimard, un nouveau folio publié en juin 2020 et qui est présenté comme une nouvelle édition augmentée. De fait, la traduction n'a jamais été révisée depuis 1939. Seules des notes de bas de page ont été altérées. Les éléments nouveaux de cette édition proviennent d'un paratexte enrichi, notamment par un extrait de la correspondance entre l'autrice et son traducteur, dont on aura l'occasion de discuter tout à l'heure. Et la seconde édition de mon corpus est celle de Gallmeister, parue directement en poche dans la collection Totem en juin 2020 également, et c'est la seule autre traduction francophone publiée. Elle a donc été valorisée en tant que telle à sa sortie. Donc voilà les deux éditions auxquelles je vais me référer dans la présentation et malgré leur publication concomitante, elles diffèrent bien historiquement puisque l'une a été élaborée en 1939 et l'autre en 2020. Alors tout d'abord, avant de présenter et de situer plus précisément les variations dialectales créées par l'autrice, je pense qu'il est utile de replacer l'œuvre dans son contexte historique et littéraire. Gone with the Wind s'inscrit dans la tradition de la fiction antebellum, dont les caractéristiques sont d'une part historiques, mais aussi et surtout thématiques, dans la mesure où l'esclavage en est un motif essentiel et un motif représenté de façon très positive. C'est un sous-genre littéraire, hein, au sens de sous-catégorie, apparu en réaction à la publication de Uncle Tom's Cabin en 1852, et c'est aussi, d'un autre point de vue, un sous-genre qui regroupe un certain nombre de textes plus ou moins littéraires, aspirant à contrer le propos abolitionniste du roman de Harriet Beecher Stowe, en proposant la mise en récit d'un esclavage fantasmé sous la forme d'une institution encadrante, protectrice, positivement paternaliste, tout ça en mettant en scène donc, des personnages esclaves dévoués à une attachante famille esclavagiste. Dans Gone with the Wind, les différentes catégories de protagonistes s'expriment dans différentes variations de l'anglais
qui peuvent être identifiés par leur syntaxe, leur lexique et par la représentation graphique de leur prononciation, souvent altérée. Donc on retrouve dans le roman, bon, tout d'abord un anglais américain standard, dans la narration et au sein des dialogues, dans la bouche de personnages blancs, adultes et d'un statut social supérieur, donc c'est le niveau neutre, standard de la langue. Et puis il y a deux variations qui s'en éloignent et qui peuvent être repérées. Tout d'abord, via des personnages blancs également, plus jeunes, moins éduqués, on va trouver du vernaculaire blanc, donc l'American White Southern English, qui partage avec le vernaculaire noir un certain nombre de caractéristiques, assez logiquement, hein, par porosité. On voit ici un exemple de phrase prononcée par l'un des jeunes personnages dans les premières pages du roman. Ensuite, et c'est ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, l'ensemble des personnages esclaves s'expriment dans un dialecte qui est organisé et transcrit de manière à évoquer le vernaculaire africain-américain. Donc il s'agit là d'une oralité écrite, ce que Claudine Reynaud qualifie dans un article de vernaculaire noir américain littéraire, et qui n'est donc pas nécessairement fidèle au vrai vernaculaire noir que, par exemple, les linguistes transcrivent lorsqu'ils travaillent sur un corpus oral de locuteurs réels. Dans le roman, on est face à une représentation littéraire d'un dialecte, comme l'entend Ramos Pinto, c'est-à-dire une recréation littéraire qui répond avant tout, non pas à un souhait de véracité, mais à des choix esthétiques, à des objectifs narratifs, notamment de caractérisation, et à des enjeux sémiotiques. Alors, pour rentrer progressivement dans le texte et les extraits, je vais balayer ici rapidement la présentation des caractéristiques de ce dialecte, le vernaculaire africain-américain ou Black English. Donc, il y a des caractéristiques, des marqueurs hein, syntaxiques, lexicaux, sémantiques, phonologiques. La classification que je vous propose ici est celle de Lisa Green et les exemples sont les miens et sont issus donc, du texte source. Donc les principaux traits syntaxiques ou morphosyntaxiques vont être la présence de marqueurs aspectuels, l'élision du verbe copule, l'utilisation d'une double négation, éventuellement de la forme contractée ain't, même si elle n'est pas spécifique au vernaculaire africain-américain. Les marqueurs phonologiques qu'on retrouve fréquemment sont la réduction des clusters consonantiques à la fin des mots, l'élision du R également, la production des sons consonantiques T, D, F, V, et la réduction phonologique très fréquente encore aujourd'hui dans la prononciation du suffixe ing qui perd donc le dernier phonème. Et d'un point de vue lexical, on a aussi des mots et des expressions qui vont avoir un sens spécialisé ou différent lorsqu'ils sont prononcés par un locuteur s'exprimant en vernaculaire noir et des références religieuses plus nombreuses à l'échelle du corpus. Ça, c'est quelque chose qui est assez présent dans le roman également. Alors, si on se tourne maintenant vers le vernaculaire tel qu'il a été recréé par Margaret Mitchell, comme je le disais, les dialectes littéraires ont des objectifs de caractérisation dans les dialogues, peut-être plus davantage encore que la variété standard de la langue. Et ici, le dialecte est utilisé pour suggérer des éléments de caractérisation qui vont être déduits par le lecteur par des suppositions, des associations d'images, voire des clichés. On comprend donc que la démarche n'est à ce titre pas nécessairement subtile. Et en traduction, c'est une dimension extra-linguistique qui va devoir être prise en compte par le traducteur, comme on va l'observer. Alors regardons ici ce que Margaret Mitchell a pu écrire. La citation affichée est extraite des premières pages du roman. C'est le tout premier dialogue incluant un esclave, James, qui parle avec les jumeaux Tarleton. Et on remarque donc un nombre important de marqueurs linguistiques non standards. Donc là, j'ai passé en gras les termes non impactés. Le ratio est d'à peu près un mot sur deux. Si on regarde cela plus en détail, donc sur la première ligne par exemple, vous retrouvez en rouge les voyelles réduites, en bleu avec c'est un exemple de forme verbale irrégulière puisque le verbe ne porte pas la désinence du passé, en vert des illustrations du dialecte oculaire d'une graphie supposée phonologique, hein, comme par exemple le premier mot, nonsense pour nonsense. Donc, on constate donc des marqueurs du vernaculaire qui sont très fréquents, mais toutefois non systématiques,
Un tout petit peu de subtilité donc, puisque comme vous pouvez le repérer en violet, les termes ici, anything et along échappent à la réduction, consonantique. Alors, une autre illustration du vernaculaire composé par Margaret Mitchell avec ici la première occurrence de dialogue prononcé par Mamie, un personnage essentiel du roman, la nounou du personnage principal, et une locutrice importante également, dont les prises de parole dans le roman sont celles qui incluent le plus grand nombre de marqueurs du vernaculaire, quasiment à chaque mot. Vous avez donc le texte source et puis les 2 traductions. Alors la première phrase, hein, qui correspondrait à, «Are the gentlemen gone?» dans un américain standard, comprend en 4 mots, aussi bien une variation syntaxique dans l'utilisation, du singulier is, au lieu de la troisième personne du pluriel, une variation phonologique avec la production du son de, dans l'article défini the et la retranscription d'une prononciation là complètement, modifiée pour gentleman, ce qui occasionne, différentes traductions. La première est marquée alors principalement par la disparition flagrante de tous les sons R, qui sont remplacés par une élision systématique. Là, en moins de 3 lignes complètes, on en a 9 occurrences. C'est vraiment la caractéristique la plus présente du vernaculaire, américain dans la traduction de 1939. Elle a été choisie par le traducteur comme, équivalent de différentes modifications phonologiques, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il va l'utiliser parfois au lieu d'une variation syntaxique ou d'un élément lexical. On observe également le mot missier pour messieurs, donc qui transcrit une modification de la prononciation des deux sons vocaliques. On peut d'ailleurs remarquer que le mot est également modifié dans la seconde traduction, mais dans la première syllabe uniquement. Dans cette seconde traduction, il n'y a que 3 élisions. Vous les voyez, en rouge. La première donc dans une construction qui est rendue, non standard par l'ajout de la conjonction que, puis dans l'abréviation du mot mademoiselle et puis la troisième donc qui reprend l'élision, orale fréquente en français parlé informel, rajouter. La seconde traduction est ainsi marquée par le caractère pardon, informel du discours à travers la non-inversion sujet-verbe que vous pouvez voir souligné, l'oralité du c'est quoi, également avec l'utilisation du pronom i, y, au lieu d'un il troisième personne du pluriel. Ça contraste finalement, si on y retourne, avec la présence de marqueurs formels dans la première traduction, qui malgré des constructions, surprenantes, des mots, extrêmement modifiés dans leur retranscription phonologique, eh bien, ces phrases incluent, la double négation, classique en français, ne pas dans la deuxième phrase, une inversion, sujet-verbe des plus classiques également, un ne leur avez-vous pas demandé, qui peut voilà, surprendre un petit peu, par contraste. Avec ces premiers exemples, on peut commencer à observer dans le vernaculaire africain-américain, recréé ou travaillé par Margaret Mitchell, la place assez, signifiante qui est donnée donc aux modifications syntaxiques par rapport à la langue standard et la place encore plus importante accordée donc aux modifications, phonologiques et au dialecte oculaire dans, les occurrences discursives du personnage de Mamie plus particulièrement. Alors un autre extrait, celui-là est extrait du 5e chapitre du roman et d'une scène se déroulant avant un pique-nique. Elle met en scène l'opposition entre Scarlett, désireuse de s'habiller, et sa nounou Mamie qui tente de la convaincre de déjeuner avant de se rendre, à la réception pour éviter, que des hommes ne soient témoins de son appétit qui est jugé inconvenant pour une jeune femme. Donc on a pareil, le texte source et les 2 traductions. Dans le texte source, donc les phrases incluent un nombre important, à nouveau, de mots portant des marqueurs du vernaculaire, principalement phonologiques. En rouge, vous remarquez alors dans l'ordre la production du son de dans 10. Également le A pour I. En vert, on a du dialecte oculaire, hein, avec des mots qui sont modifiés comme le F pour if, partie où le H remplace un R. D'un point de vue morphosyntaxique, la forme contractée ain't est présente. On remarque aussi avec talks, pardon, oui, talks, voilà, je le vois, la désinence S de la troisième personne du singulier, portée par un verbe qui devrait normalement être au pluriel, puisqu'il suit le sujet folks. Dans la traduction numéro 1, celle de Pierre-François Caillé,
Une caractéristique saute aux yeux, de nouveau, avec l'élision du phonème R remplacé par une apostrophe. Donc c'est le marqueur oral, hein, qui l'utilise beaucoup et c'est également le marqueur oral, correspondant à, l'ethnolecte, fictif appelé petit nègre, assez fréquent à l'époque dans la récréation littéraire, donc de cet ethnolecte supposé, un peu plus dérangeant aujourd'hui. D'un point de vue visuel, à la lecture, à l'échelle d'un dialogue ou à l'échelle du roman, ça heurte évidemment le regard, hem et de façon contemporaine, ça heurte aussi au niveau des représentations. Dans la typologie bergmanienne, là, on est dans l'exotisation et une exotisation assez, poussée et négative, bien entendu. Donc, dans cet exemple, du point de vue de la syntaxe, on observe aussi les répétitions de sujets, il et les gens de votre famille, la juxtaposition, toujours sur la première ligne avec moi, je, de deux pronoms première personne, donc dans le but supposé, hein, de suggérer un usage maladroit ou fautif de la grammaire par mamie. Et à nouveau un contraste, comme sur l'exemple précédent, puisque là c'est du point de vue lexical, on a l'utilisation du verbe chagriner qui détonne un petit peu par rapport au reste de la phrase. Dans la seconde traduction, plus bas, le nombre de marqueurs non standards est moindre et ce qu'on remarque surtout, c'est l'absence de systématisme dans le choix des stratégies. Il y a quelques suppressions du son R, mais elles sont occasionnelles. Ça correspond donc principalement au fait que l'élision du R n'était pas systématique dans le texte source, bien que fréquente, hein. On le voit bah là avec les mots soulignés care ou bird. Et puis ça correspond aussi à ce qu'ont observé et documenté les linguistes, c'est que les locuteurs, du vernaculaire noir produisent bien évidemment l'intégralité de l'alphabet phonologique et que donc les variations de prononciation, hem, obéissent à des règles et sont liées, par exemple pour, l'élision du R, soit à la nature du mot, soit à la place, en son sein de la syllabe possiblement, impactée. Là, je me réfère à Lisa Green à nouveau qui le documente très bien. Dans la traduction de 2020, l'utilisation de l'apostrophe pour remplacer une consonne vient bah, à nouveau copier plutôt l'oralité de la langue, comme on l'observe hein, dans les expressions votre famille, tout le monde. Ce ne sont pas des modifications qui sont spécifiques à un ethnolecte ou à un dialecte plus généralement. Parmi les marqueurs syntaxiques, on remarque la présence de formes verbales dont la terminaison correspond à un pronom autre que celui qu'elles suivent. Par exemple, je vas, même au lieu de je vais. Je vous avons dit au lieu de je vous ai dit. On note également l'utilisation de l'article la au lieu du pronom elle et l'utilisation familière du i comme pronom sujet à la place de il, troisième personne du pluriel. Enfin, on remarque un nombre plus restreint d'apostrophes figurant des élisions phonologiques, ce qui rend, je crois, cette seconde traduction plus légère, plus aisée à déchiffrer et à lire. Alors sur ce dernier point, il y a deux analyses qui peuvent coexister. Tout d'abord, c'est un souci contemporain plus grand de la lisibilité du texte traduit, mais aussi des pratiques de traduction qui ont évolué et bah, bien évidemment des normes culturelles post-coloniales qui rendraient problématique l'usage du petit nègre dans un texte contemporain. Je passe à un autre exemple qui me paraît intéressant, car on y remarque notamment un rythme plus lent dans la seconde traduction. Il est renforcé par des allitérations, comme, «j'allons pas laver», «me mettre». Dans cette seconde expression soulignée, «vous allez pas me mettre de la Cologne», il y a l'ajout de mots, hein, comme le pronom «me», l'article «la» qui participent à vraiment un étirement du phrasé, tout en déformant légèrement la syntaxe, mais légèrement sans créer, l'effet d'étrangeté qui résulte de tournures, parfois très fortement agrammaticales, comme on peut les retrouver dans la première traduction. Ici, l'exemple avec la première traduction, c'est à nouveau cette élision systématique du R et puis des décalages comme l'expression, «de ce temps-là» au lieu de «par ce temps-là». On ne sait pas trop pourquoi, mais ça suggère quand même un rapport, fautif à la langue. Donc, à la lumière de ces, premiers exemples, enfin de ces exemples de stratégies différentes dans les choix de traduction de Pierre-François Caillé et Josette Chiche-Portiche, on peut s'interroger sur la part individuelle des choix qu'ils ont l'un et l'autre effectués et les placer au regard, des stratégies de leurs contemporains respectifs. Donc je vais assez rapidement me tourner vers des travaux académiques qui ont, documenté,
cet aspect. Hem, une brève revue de littérature peut nous aider à contextualiser un peu, les différentes, traductions du vernaculaire africain-américain issu du roman de Margaret Mitchell. L'intérêt des chercheurs donc pour la traduction, de ce dialecte, et des variations, linguistiques qui le caractérisent est assez récent, en ce qui concerne les traductions, du vernaculaire africain-américain vers le français, parce que ça a été aussi documenté, vers d'autres langues, cibles. On peut remonter, aux travaux de Françoise Brodsky sur les œuvres de Zora Neale Hurston et à ceux de Judith Lavoie ou de Corinne Weinstein sur les nombreuses traductions, de Culberry Finn de Mark Twain. Il y a également, 2 traductions de Faulkner, de The Sound and the Fury, qui ont fait l'objet d'une étude comparative par Mahata en 2004 et plus récemment, la traduction du Black English a aussi été documentée par, Lapin-Fortin avec une approche, prescriptive basée sur ses analyses des traductions de Maya Angelou. Alors on a mentionné le rôle joué par le vernaculaire africain-américain dans la caractérisation, dans son potentiel de suggestion, d'images ou d'attitudes à travers le discours et le dialogue. On peut souligner, que ce vernaculaire et c'est ce que montrent, les auteurs que j'ai cités, a aussi parfois été utilisé dans une perspective plus large par les écrivains pour produire des effets autres, par exemple des effets comiques, pour exprimer la position de l'auteur, sur l'esclavage et la ségrégation. Là, je fais référence aux travaux de Judith Lavoie sur, Huckleberry Finn. D'ailleurs, dans cette continuité, il y aura, une belle matière à étudier dans la réécriture par, Percival Everett de cette histoire dans son roman James, sorti récemment, où là aussi le vernaculaire, vient jouer, un rôle assez, signifiant. Alors, pour revenir à Gone with the Wind, dans la mesure où l'idéologie qui est véhiculée au sein de ce roman, c'est une idéologie qui soutient l'esclavage, qui présente les personnes esclaves de manière, négative, paternaliste et même parfois, franchement déshumanisée, nous, on peut lier la présence du vernaculaire à sa capacité évocatrice pour renforcer l'identification des personnages noirs à un groupe social, distinct et vraiment éloigné, des personnages blancs, avec, leur propre discours. C'est dans cette dernière perspective que l'interrogation des stratégies, des 2 traducteurs du roman est la plus pertinente, la plus intéressante. On peut avoir l'impression qu'ils ont eu une agentivité, limitée puisqu'ils travaillaient à partir d'une matière déjà idéologiquement chargée. Néanmoins leur traitement en est différent. Alors, il y a plusieurs éléments qui nous donnent accès, à la genèse, à leur stratégie de traduction et qui peuvent nous permettre d'éclairer leur travail en tant que processus. Comme je l'ai évoqué, Pierre-François Caillet a correspondu avec Margaret Mitchell pendant qu'il traduisait son roman et leurs lettres publiées offrent des informations assez précises sur les choix qu'il a effectués. J'en ai un extrait ici. Donc, nous, on a commenté l'utilisation d'un dialecte dit petit nègre, hein, comme élément le plus frappant de sa stratégie de traduction. Et effectivement, dans une lettre adressée à l'autrice en 1937, il expliquait ainsi son choix. Je vais le lire. La traduction du langage nègre n'a pas présenté une grosse difficulté. Nous avons des colonies peuplées de Noirs qui s'expriment dans un français bien voisin de l'américain des nègres de Tara ou de Lanta. Il m'a semblé que le meilleur moyen de rendre le pittoresque de votre style était de faire parler vos nègres comme nos Martiniquais ou Sénégalais. Vous remarquerez l'omission de la consonne R caractéristique de ce langage que nous appelons souvent petit nègre. Il y a beaucoup de choses. Il est surprenant déjà de lire que le traducteur considérait qu'un dialecte vernaculaire noir français était proche d'un dialecte vernaculaire noir américain et que c'était l'origine, l'ascendance africaine commune de leur locuteur qui pouvait expliquer, les similitudes linguistiques. Bon, elles n'apparaissent pas, dans les exemples que l'on a, extraits. Hem, son utilisation de l'adjectif, hein, pittoresque pour caractériser le style d'écriture, des dialogues du roman correspond bien à la notion, d'exotisme qu'on a évoquée, ça permet de la comprendre, hein, elle est, tout sauf, involontaire. Hem, cette présence dans la traduction, hein, des traits du petit nègre a été, plusieurs décennies plus tard, alors à l'origine de la retraduction peut-être pas, mais en tout cas au cœur des critiques formulées par, l'éditeur Oliver Gallmeister lorsqu'il a décidé de commander une nouvelle traduction à Josette, Chiche-Portiche. Dans plusieurs interviews, alors je ne les, cite pas, enfin je vais les paraphraser, mais je vous en donne les références. Elle s'est également prononcée, elle, contre l'élision systématique du R, principalement pour des raisons de lisibilité, en expliquant qu'aujourd'hui, les lecteurs français, ne sont pas ou plus habitués, à la présence aussi, présente de l'apostrophe.
Pour recréer les dialogues, elle dit s'être inspirée plutôt des œuvres de Guy de Maupassant et de George Sand, et plus particulièrement de la langue parlée par leurs personnages ruraux, avec des déviations par rapport au français standard, comme l'utilisation que l'on a observée d'un pronom singulier à la première personne, avec ensuite une forme verbale à la première personne du pluriel. Son objectif était, dit-elle, de recréer une langue chantante, musicale, et pour cela, elle a utilisé des stratégies qu'elle décrit comme tournées vers la production de formes plus longues, plus lentes et plus mélodieuses. Alors pour conclure, j'ai envie d'insister sur le fait que les relations de pouvoir au sein d'un pays, que ce soit comme dans ce roman pendant une guerre civile, à l'échelle du pays, mais aussi à une échelle différente entre des groupes sociaux en affrontement, par exemple pendant la période de la reconstruction, eh bien ces relations, elles sont porteuses d'enjeux et elles occasionnent des messages évidemment à caractère politique. La langue, dans ce cas-là, peut alors être un outil qui permet d'exprimer ces relations de pouvoir. Hem, l'homogénéisation qui est parfois, effectuée par les traducteurs peut écraser la différence. C'est ce que montre, Mahata dans son analyse des traductions de The Sound and the Fury, avec un message politique perdu parce que les 2 groupes, en français, dans certaines des traductions qu'il a étudiées, parlent la même langue dans le texte traduit. Ici, à l'inverse, cette différence, de dialecte, elle est, accrue dans la première traduction, ce qui accroît également la différence, entre les 2 groupes de locuteurs, les 2 groupes de personnages. Dans cette première traduction, on voit véhiculer, une sorte de hiérarchie, qui était présente, hein, dans le texte source, mais qui l'est encore plus dans la traduction de 1939. Il me semble que le travail de Josette Chiche-Portiche a, le mérite quand même de rendre quelque chose au personnage, esclave, de l'ordre de la dignité qui transparaît dans la manière dont il s'exprime dans la traduction qu'elle a proposée. Néanmoins, elle ne subvertit pas, pour autant le texte, hein, dont la dimension idéologique est, très forte. Heu, il n'y a pas que les dialogues, il y a aussi, toute la narration autour et elle est, négationniste, raciste, ce qui reste bien évidemment dans la traduction proposée en 2020. Ces aspects-là sont, fidèlement traduits, fidèlement présents, mais néanmoins au niveau des dialogues, il se passe quelque chose de différent. Voilà, je trouvais intéressant de partager, ces éléments, aujourd'hui. J'espère avoir à peu près, respecté le temps imparti et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Julie. Oui, pas de souci, tu as respecté le temps imparti sans aucun problème. Merci pour cette intervention. Donc, il y a une discussion intéressante qui a lieu dans le chat. N'hésite pas à aller voir si tu en as l'envie. Nous y reviendrons probablement du coup à la fin pendant les questions. En attendant, nous allons passer du coup à la deuxième présentation de cette séance, donc par Adjel Jabbar Mekissi, qui est du coup diplômé d'un master en études anglophones de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Son mémoire de M1 intitulé Translating Jim's Speech in Mark Twain's of Huckleberry Finn et dirigé par Tiffany Levick, s'intéressait à la voix de Jim dans la traduction du roman de Mark Twain, paru à la bibliothèque. Son mémoire de M2, intitulé Translating Youth and Rural Southern American English in the Ballad of Huck and Miguel, et dirigé par Tiffany Levick de nouveau de notre équipe, porte sur la traduction du parler jeune et rural de Huck au sein d'une réécriture. Il est actuellement en préparation en vue d'un doctorat à l'issue duquel il proposera une traduction du roman écossais The Young Team de Graham Armstrong. Et aujourd'hui, il va nous parler de la traduction du parler jeune et rural dans la réécriture de Huckleberry Finn, donc The Ballad of Huck and Miguel. Abdel Jabbar, c'est à toi. Tu peux partager ton écran. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour la présentation, Camille, et merci à Julie pour cette présentation très intéressante. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt à Camille, je ne serai pas en mesure d'activer ma caméra pour des problèmes techniques. Et je m'excuse aussi par avance si le son n'est pas de très bonne qualité. Disons que j'ai un matériel un peu brinque-ballant, disons. Est-ce que cela s'affiche bien? Oui, ça s'affiche bien et on t'entend très bien, il n'y a pas de souci. Très bien. Euh, Très bien, alors bon, encore une fois, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Mon intervention aujourd'hui, elle sera probablement peut-être un peu particulière car elle ne consistera pas en une analyse de traduction déjà existante,
mais a plutôt pour but d'explorer différentes implications théoriques qui entourent la traduction de vernaculaire et offrir, pourquoi pas, des pistes de réflexion pour des traductions à venir. Autrement dit, une sorte de base théorique soutenant de futures pratiques. Euh, c'est une approche notamment que j'emprunte euh, à, à Henri Méchonic, qui, pour lui, la poétique, dans la traduction, ne se développe en procédure de découverte que si elle tient ensemble la théorie de la littérature et la théorie du langage. Et c'est pourquoi, donc, aujourd'hui, je mobiliserai dans cette présentation des réflexions autour de la littérature, mais également de la linguistique et de la philosophie qui sont, à mon sens, indispensables et indissociables lorsque l'on veut penser et parler de traduction. Plus précisément, ma présentation aujourd'hui a pour but d'explorer la relation qu'entretiennent écriture fictionnelle, réalité, réécriture et bien sûr traduction. Le tout ici appliqué à l'étude d'œuvres impliquant l'écriture de vernaculaire, notamment le vernaculaire noir américain, ainsi que le Midland Southern American English. Les œuvres en question dans cette présentation sont les suivantes. Alors, d'une part, The Adventures of Huckleberry Finn de Mark Twain, qui est apparu en 1884. Ce roman fait office de suite, on peut dire, à Adventures of Tom Sawyer, à la différence qu'Huckleberry Finn est narré à la première personne, du point de vue de Huck, qui est un jeune vagabond du Missouri, qui aide Jim, un esclave en fuite, à rejoindre les États libres en naviguant à travers le Mississippi. Ce roman paraît notamment durant la période dite de la Gilded Age aux États-Unis, qui est un terme d'ailleurs inventé par Mark Twain, et qui correspond à la période de reconstruction qui suit la guerre de sécession, durant laquelle les États-Unis connaissent un fort essor économique ainsi qu'un fort développement industriel. Cette période sera néanmoins celle qui a vu naître l'institutionnalisation de la ségrégation raciale, par le biais notamment des lois Jim Crow à la fin du 19e siècle. En plaçant son récit à l'époque de l'esclavage pré-guerre de sécession, Mark Twain dresse ainsi un parallèle avec le contexte politico-social de son époque. La seconde œuvre dont il sera question aujourd'hui est une réécriture de Huckleberry Finn écrite par Tim DeRoche et publiée en 2018. Ce roman est également narré à la première personne du point de vue de Huck, mais dans un contexte contemporain et californien, où l'on suit Huck venir en aide à Miguel, un fugitif mexicain. Ce roman a été notamment publié en réaction à l'hostilité croissante qui visait les personnes mexicaines durant l'ère du président Trump. De fait, ici, De Roche dresse un parallèle entre le contexte politico-social de l'ère Trump, exerçant une pression sur les personnes mexicaines, et le contexte ségrégationniste de la fin du XIXe siècle. Ce parallèle mettant en lumière, par ailleurs, un thème commun entre les deux romans, celui de l'intolérance raciale aux États-Unis, et donc affiche d'emblée la position idéologique de ce roman, mais on le verra plus tard dans une manière un peu différente à laquelle on pourrait s'attendre. Si je m'intéresse aujourd'hui à cette réécriture, c'est pour notamment dégager les similitudes qu'il peut y avoir entre auteurs ou autrices de réécriture et traducteurs-traductrices, au sens où ces deux statuts partagent un positionnement ambivalent vis-à-vis de leurs textes dits originaux ou textes de départ. Euh, Ici, ce positionnement peut être visible dès l'incipit des deux romans, que vous pouvez voir sur votre écran. Bien qu'il y ait une similarité apparente entre eux, il y a une certaine différence qui les caractérise. Dans le cas de Mark Twain, à gauche, Huck se présente d'emblée comme un personnage fictif et littéraire que le lecteur ne pourrait connaître qu'en ayant lu Tom Sawyer. Et de plus, c'est un incipit qui rappelle celui de David Copperfield, de Charles Dickens, qui est un auteur que Mark Twain admirait énormément. Cependant, la dimension métatextuelle couplée à l'adresse directe au lecteur fait s'effondrer ce cadre fictif comme si Huck cherchait à rassurer le lecteur quant à la véracité du récit qu'il s'apprête à lire. Si Twain dans Tom Sawyer a exagéré certains faits comme il le dit, ici le lecteur n'obtiendra que la pure vérité. Dans le roman de Roche, cependant, la situation s'inverse quelque peu. Si la référence, voire les références intertextuelles sont maintenues,
la dimension métatextuelle est quant à elle supprimée. Et Huck se présente par conséquent comme un personnage réel que le lecteur aurait pu rencontrer dans un contexte géographique précis, ici la ville de Saint-Pétersbourg dans le Missouri. Le problème étant que cette ville est fictive, elle a été inventée par Mark Twain dans ses romans. Huck se présente donc comme un personnage réel dans un cadre fictif, le roman de Twain, là où dans le roman de Twain, pardon, Huck se pose comme un personnage littéraire forçant son entrée dans un cadre réel. Par cette inversion, l'auteur annonce que son roman s'agit d'une réécriture qui ne suivra pas strictement les pas de Twain. Dans cette réécriture, qui d'ailleurs peut être considérée comme une forme de traduction intralinguale, comme l'a décrit Roman Jacobson, comme an interpretation of verbal signs by means of other signs of the same language. L'auteur, l'auteur opère donc un jeu d'équilibre assumé entre deux forces contradictoires, avec d'un côté écrire l'œuvre de Twain et de l'autre écrire une œuvre qui est nouvelle. Et cette position est à mon sens comparable à celle du traducteur ou de la traductrice, prise au milieu de deux forces opposées, que sont d'un côté révéler l'auteur ou l'autrice ainsi que l'œuvre de départ, et de l'autre côté se révéler soi-même en tant qu'intermédiaire. Car évidemment, un traducteur se révèle toujours, même quand il pense être totalement invisible. Vous avez toutes et tous déjà entendu cette phrase très cliché, très bateau, que traduire serait trahir. Mais néanmoins, si on prend trahir comme un synonyme de révéler ou de dévoiler, alors la locution prend un sens qui est quand même un petit peu plus intéressante. C'est ce qu'Henri Michonic appelle le rôle unique et méconnu de la traduction comme révélateur de la pensée du langage et de la littérature. Cependant, ça ne veut pas dire que ce qui se révèle dans une traduction appartient au traducteur ou à la traductrice en tant qu'individu seul et isolé, mais comme un sujet historique et situé, ce que Henri Michonic appelle l'historicité et qui explique que la traduction, euh, c'est du texte qui passe, mais aussi la grille du traducteur qui s'y incorpore. Et tout ce qu'il croit qu'on peut ou ne peut pas dire, son sens de l'illisible ou de ce qu'on peut dire dans telle langue mais pas en français. Tout passe et s'inscrit dans sa traduction. Par conséquent, un traducteur ne traduit jamais véritablement seul, mais collectivement, même s'il ne s'en rend pas compte. Et on peut, comme le suggère Annie Brisset, et ne peut pas, pardon, comme le suggère Annie Brisset, transcender à volonté les représentations symboliques constitutives de sa culture. Cela revient à minimiser, curieusement, l'historicité du sujet traduisant. Ainsi, le traducteur ou la traductrice se retrouve au milieu, encore une fois, de deux forces opposées. Et cette position, qui est évidemment fondamentalement dialectique pour les plus hegéliens et hegéliennes d'entre vous, euh, se retrouve dans l'utilisation même du vernaculaire dans les romans de Twain et de Doroche. Hop, pardon. Euh, Car même si à l'époque où Huckleberry Finn de Mark Twain paraît, l'utilisation du vernaculaire nord-américain était plutôt novateur, on en trouvait quand même déjà quelques bribes, notamment dans Moby Dick, ou de façon peut-être un peu plus importante dans Uncle Tom's Cabin. Mais surtout, le vernaculaire nord-américain a été largement parodié et caricaturé dans les minstrel shows, qui étaient des représentations théâtrales ou semi-théâtrales, racistes, exploitant le potentiel dit comique du vernaculaire nord-américain dans sa dimension orale et performée. Ainsi, si des caricatures écrites ou picturales ont existé, aucune n'a atteint le niveau de popularité des minstrel shows. Et cette popularité a évidemment fortement influencé la représentation de ce vernaculaire. Et cette représentation-là n'a pas pu être ignorée par Twain lors de l'écriture de son roman. Justement, dans le cas de Jim, le vernaculaire noir américain étant hétérogène, même si on peut dresser des caractéristiques communes à tous les locuteurs, c'est un vernaculaire qui est pluriel et diversifié et non mécanique. Alors Twain a dû faire des choix, car il ne peut pas rendre compte de la complexité du VNA à l'écrit. Et même si le roman de Twain est souvent célébré par son réalisme, certains travaux, comme ceux par exemple de Judith Lavoie, ont apporté une nuance en décrivant le vernaculaire nord-américain de Jim comme partiel, comme vous pouvez le voir à l'écran, ou aussi approximative,
voire arbitraire. Ainsi, on retrouve encore une fois ce conflit dialectique opposant réalisme et subversion de la réalité. Comme le suggère ici encore une fois Judith Lavoie, pour qui le projet de Twain vise à créer un effet de réel. Pardon. Et, alors, je dois décaler mon truc. Oui. Toutefois, il faut se garder de n'attribuer à Twain que des visées de reproduction du réel. Son projet esthétique présuppose également le désir de subvertir la réalité, comme la présence du vernaculaire nord-américain dans The Adventures of Huckleberry Finn en témoigne. Néanmoins, l'analyse qu'elle en fait de ce conflit le présente comme interne chez Mark Twain. Un conflit qui serait, pardon, Mark Twain qui serait la seule origine de ce conflit. Sauf que Twain lui-même admet que c'est quelque chose qui le dépasse, comme il le décrit ici dans cette lettre qui date de 4 ans après la sortie de la première édition de, de Huckleberry Finn, où il distingue clairement écrit et oral. Il dresse une opposition radicale où il décrit l'écrit comme euh, souffrant d'un manque vis-à-vis de l'oral. Et c'est une idée qui rejoint notamment celle de Gillian Lane Mercier, détaillant que la mise à l'écrit du vernaculaire repose invariablement, pardon, sur la transcription d'un ensemble plus ou moins restreint, plus ou moins stéréotypé de marqueurs lexico-morphosyntaxiques et chronologiques récurrents. De plus, il est important de noter qu'ici, Gillian Lane Mercier ne distingue pas les intentions de l'auteur ou de l'autrice et renvoie dos à dos les textes parodiques ainsi que les textes qui cherchent une forme de légitimation sociopolitique comme elle le décrit. Ainsi, par conséquent, un écart se crée nécessairement lors de la mise à l'écrit. C'est notamment le cas dans la réécriture de De Roche, où Huck, qui devrait utiliser une forme de Midland American English du fait de son origine géographique, mais cependant, si l'on compare le vernaculaire de Huck avec la recherche sociolinguistique qui a notamment dégagé 17 caractéristiques communes au Midland American English, on se rend compte que parmi ces 17 caractéristiques, Huck n'en utilise que deux, et dont le premier qu'on retrouve seulement une seule fois dans tout le roman. Alors bien sûr, rien n'oblige un locuteur à utiliser absolument toutes les caractéristiques d'un vernaculaire. Encore une fois, les vernaculaires sont hétérogènes. Mais comparé à la présence de caractéristiques rattachées au Southern American English, la différence est très nette. Prenons par exemple le cas du A-prefixing, qui est une caractéristique grammaticale présente essentiellement dans le sud des États-Unis. Il n'y aurait a priori pas de raison pour que Huck l'utilise particulièrement d'un point de vue logique, géographique. Pourtant, c'est une caractéristique qui apparaît dans plus d'une centaine d'occurrences dans le roman. Et même parfois, comme dans cet exemple, And he even let me splash him and was a laughing and a smiling instead of a cursing. Dans cet exemple, a cursing est un emploi fautif, entre guillemets, car le a prefixing, comme le décrit les linguistes Wolfram et Nathalie Schilling, ne suit jamais une préposition. La possible raison à cela est que l'auteur a donc assimilé le vernaculaire de Huck à celui du sud des États-Unis, car celui-ci souffre de beaucoup de stéréotypes dans l'imaginaire collectif américain et est souvent associé à une population rurale et peu éduquée. Alors, la représentation collective d'un dialecte influence fortement sa mise à l'écrit, et même la mise à l'écrit d'autres vernaculaires, comme nous venons de le voir. Et c'est une dimension de l'acte d'écrire à laquelle la traduction n'est pas étrangère. Car, comme le souligne Annie Brisset, la traduction contient une part de culturel, comme elle l'explique ici. Euh, N'y a-t-il pas mieux de comprendre la part culturelle et donc paradoxalement ce qu'il y a de collectif et de conjoncturel dans l'acte individuel de traduire et dans sa représentation? Histoire de peut-être schématiser un peu plus cette tension entre langue et réalité, j'aimerais prendre l'exemple du schéma RSI lacanien.
Ce n'est pas évidemment la première fois qu'il y a une tentative de lier traduction et psychanalyse. Vous pouvez notamment penser aux travaux d'Antoine Berman. Euh, mais je prends ce schéma, non pas par hasard, car vous verrez qu'elle a un versant linguistique qui est assez important. Donc c'est un système qui est censé, disons, détailler l'expérience sensible, ou alors la réalité, comme si vous le préférez, qui a été notamment, comment dire, développé par Lacan au milieu des années 70. Ce système est divisé en trois registres. Ce qu'il appelle du coup le système RSI, le système du réel, le registre symbolique et le registre imaginaire. Euh, Pardon. Ici, l'imaginaire est défini comme le registre de l'identification, et par l'imaginaire, il y a méconnaissance de tout être quant à la vérité de son être. C'est-à-dire que l'imaginaire est le registre de la représentation, des images mentales que l'on se fait de tel ou tel objet, de telle ou telle, entre guillemets, réalité. Le symbolique, quant à lui, renvoie juste au signifiant, c'est-à-dire le mot ou le texte. Ça ne renvoie uniquement qu'à l'image acoustique, mais l'unité en elle-même n'est pas définie. Et ainsi, ce qui nous laisse le réel, euh, qui est ici décrit directement par Lacan, qui est peut-être d'ailleurs la seule phrase compréhensible de tout son séminaire, donc autant en profiter. On pourrait dire que le réel, c'est ce qui est strictement impensable. C'est-à-dire que le réel est tout ce qui échappe à l'imaginaire et au symbolique, c'est-à-dire à tout ce qui échappe à notre représentation et au langage en tant que signifiant. Si on prend ces trois registres et qu'on applique notamment à un exemple très concret, par exemple, nous prenons l'exemple du lit. L'imaginaire du lit, c'est l'image mentale que nous avons du lit, ainsi que toutes ses fonctions, se reposer, dormir, etc., etc. Le symbolique du lit, c'est le mot lit, même quand ce mot ne renvoie pas forcément au lit à proprement parler. Par exemple, au restaurant, Brunoise de Topinambour sur son lit de je sais pas quoi, voilà, par exemple. Ainsi, le réel est tout ce qu'on ne connaît pas du lit, tout ce qui n'est pas directement perceptible par notre représentation et par notre langue. Et donc, si on applique maintenant l'exemple du langage, et notamment l'exemple du vernaculaire, le réel serait le vernaculaire dans toute son entièreté et toute sa complexité orale. Le symbolique, ce serait la mise à l'écrit de ce vernaculaire, qui est donc nécessairement, comme on l'a vu, fragmentaire. Et l'imaginaire correspond à la représentation, aux images mentales du vernaculaire provoqué par la lecture. Et donc, vous voyez bien que se dresse une relation d'interdépendance entre symbolique et imaginaire. La mise à l'écrit d'un vernaculaire va nourrir l'imaginaire, et l'imaginaire les images mentales et la représentation de vernaculaire va nourrir la manière dont il est écrit, dans sa symbolique. Donc l'un nourrit l'autre. Il n'y a pas question ici de linéarité. Comme vous pouvez le voir, ce sont trois registres qui s'imbriquent en même temps. Ainsi, par conséquent, tout texte, y compris le texte traduit, est porteuse d'une image, euh, d'une représentation de la langue qu'il contient. Peut-être même davantage dans le cas de vernaculaire. Ainsi, nous pouvons considérer tout texte comme un discours au sens de Benveniste, c'est-à-dire une langue qui est formulée par un sujet situé. Et le discours implique nécessairement le contexte et ne fonctionne pas en vase clos. Le discours implique un contexte et après agit sur ce contexte. C'est là qu'on retrouve encore une fois la relation de dépendance entre les symboles et les images. Et c'est pourquoi l'écriture de dialecte porte souvent un projet non seulement esthétique, mais également idéologique, comme nous l'avons vu précédemment avec Gillian Lanne-Mercier. Mais cette notion d'idéologie est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que l'idéologie, étymologiquement, renvoie à l'idée, et donc évidemment proche de la notion d'image et d'imaginaire. Par exemple, Louis Althusser définit l'idéologie non pas
comme le rapport des hommes à leurs conditions d'existence, mais la façon dont ils vivent leur rapport à leurs conditions d'existence. Ce qui suppose à la fois rapport réel et rapport vécu et imaginaire. Vous voyez, encore une fois, on a ces deux forces opposées qui interviennent. Et que dans l'idéologie, le rapport réel est inverti dans le rapport imaginaire. Ainsi, l'idéologie traduit, on pourrait dire, l'expression de la réalité telle qu'elle est perçue par la personne qui la formule, disons, plus qu'elle décrit la réalité des choses dans sa dimension la plus objective, on pourrait dire. Mais cette définition de l'idéologie ne prend pas en compte le contexte entourant le texte écrit. Euh, c'est pour ça que maintenant nous allons nous intéresser à une autre définition de l'idéologie qui a été développée par Lukács, qui nous dit que la correction ou le faux ne suffisent pas pour faire d'une opinion une idéologie, ni même une opinion correcte ou fausse, pardon, étant par soi-même une idéologie. Elle peut seulement le devenir. L'idéologie n'est pas une qualité sociale fixe, elle est une fonction sociale. Ainsi, le texte traduit surtout de voix minoritaires, car c'est ce qui nous rassemble tous aujourd'hui, l'est dans un but de représentativité, et donc est porteuse d'une idéologie, mais pas parce qu'elle est un texte écrit seul, mais parce qu'elle est un texte qui va agir ensuite dans un contexte d'industrie culturelle qui, vous le savez, qui activement maintient les voix minoritaires dans un statut de voix minoritaire. Et c'est donc ainsi que la traduction de voix minoritaires prend son tournant idéologique, car elle dépasse le simple cadre de texte qui se suffit à lui-même, mais est imbriquée dans un système euh, dans lequel il revêt une fonction sociale. Hop. Et donc, par conséquent, euh, aborder, comme nous venons de le voir ici, l'aspect fictionnel des dialectes littéraires permet par extension, d'aborder leur traduction de façon plus libre et créative, sans forcément rester bloqué dans un souci de réalisme, et donc, par exemple, de traduire un dialecte par un autre existant. Nous pouvons penser notamment, comme l'avait judicieusement dit Julie, à certains travaux critiques, notamment de Judith Lavoie, sur des premières traductions de Huckleberry Finn qui ont été jugées neutralisantes. Mais certains travaux, notamment ceux de Judith Lavoie, proposaient notamment de traduire la voix de Jim par un dialecte antillais ou un dialecte ouest-africain. Et ainsi, remplacer un dialecte par un autre devient alors tout aussi critiquable et est un peu symptomatique d'une approche qui se veut réaliste et surtout d'une conception de l'autre qui serait homogène et uniformisée. Et cela apparaît très clairement dans la réécriture faite par Tim de Roche, où le parallèle qui est de fait dressé entre la situation des Mexicains sous l'ère Trump et ceux des esclaves euh, durant durant la période de l'esclavage vient neutraliser les différences qu'il peut y avoir entre ces deux contextes et ces deux cultures différentes. C'est ici, par exemple, ce qu'Antoine Bergman appelait l'exotisation, qui rend l'étranger du dehors par celui du dedans et qui n'aboutit qu'à ridiculiser l'original. Et ainsi, ce type de stratégie alimente un certain, disons, un mythe de l'équivalence et, encore une fois, neutralise les spécificités de différentes cultures et de différentes histoires. C'est une position idéologique qui apparaît comme étant assez instable, car comme vu auparavant, le vernaculaire noir américain seul est un dialecte qui est hétérogène. Alors comment justifier la négation de l'hétérogénéité de plusieurs dialectes venant de différentes langues? Ainsi, l'analyse développée ici dans ma présentation a pour but surtout de défendre, disons, une approche de la traduction que l'on pourrait, euh, comment dire, décrire comme étrangéisante. Car à mon sens, la traduction étrangéisante apparaît comme une solution possible à la contradiction entre ces deux forces opposées, qui est de écrire une œuvre nouvelle et de recréer l'œuvre originale. Et c'est une opposition qui sous-tend tout acte de traduire. Car ce type de traduction est à la fois
fonctionne à la fois comme l'œuvre originale et comme une nouvelle œuvre, car elle est écrite à la fois dans la langue d'arrivée et se nourrit de la langue de départ, et fonctionne ainsi et forme peut-être une forme de synthèse à ces contradictions, qui permet ensuite de dépasser cette contradiction. Euh, et donc c'est ainsi que j'espère que cette présentation vous aura plu et stimulé. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Abdel-Jabbar. Merci pour cette présentation très complexe, très poussée. Et merci du coup à tous les deux pour vos travaux, de les avoir partagés avec nous. Je vous propose de commencer en fait la discussion par les remarques qui ont pu avoir lieu, voilà, dans le chat qui était très intéressante. On a eu un cours en fait de la manière de en fait la terminologie de en fait de la description de la des spécificités des dialectes, notamment tout ce qui va être réduction, élision, etc., du caractère potentiellement encore réducteur de ce genre de, euh, de description, qui au final ne serait pas si neutre que ça, même si elles se veulent linguistiquement neutres. C'était très intéressant et je ne sais pas si Julie, tu voulais y revenir un petit peu de vive voix ou quoi que ce soit. Ou même Abdel-Jabbar, si tu avais des remarques là-dessus, je ne sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est Kalinka qui a posé une question? Je sais pas si tu veux peut-être prendre la parole pour la reposer ou expliquer un peu ton point de vue. Que moi je Euh, trouve ça assez intéressant. oui, volontiers. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, oui. Oui, d'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces deux présentations, tout d'abord, que j'ai trouvées extrêmement intéressantes. Euh, Ma remarque que j'ai effectivement postée comme on nous avait incité à le faire assez spontanément sur le chat concernait effectivement la manière de décrire la langue vernaculaire. Et en fait, c'était simplement sous forme d'interrogation parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, euh, voilà, on se rend compte que la manière qu'on a de décrire la langue vernaculaire, eh bien, charrie, en fait, transporte directement déjà des représentations, et notamment en termes de hiérarchie et de valeur entre les langues. Et c'est vrai que je m'interrogeais parce que c'est vrai que quand on parle d'absence, d'élision ou qu'on fait référence à justement une lettre qui normalement devrait être là, etc. Bah, cela implique en fait de facto toujours une sorte de norme et de standard en creux, alors que il me semble que pour ne pas justement contribuer à reporter ces jugements de valeur en termes linguistique, il conviendrait plutôt de parler de différences donc de nommer les différences. Là, par exemple, typiquement, je pense à la manière, euh, en anglais vernaculaire, il y a environ, en tout cas, 5 manières différentes d'exprimer le verbe être au présent. Et typiquement, si on veut bien, ça présuppose justement une forme de découpe du réel qui est tout simplement différente, une autre manière de percevoir les modalités d'être au présent. Et donc, formuler les choses en termes toujours comparatifs, ça a un petit risque, c'est que on est toujours en train de se comparer à une sorte de norme. Et donc voilà, c'était le sens de ma remarque. Merci. Merci d'être revenu du coup sur vos propos, c'est très intéressant. Je ne sais pas du tout si Julie, tu voulais revenir dessus. Non, mais c'est effectivement une question qui est intéressante et qui a occasionné des réponses intéressantes aussi dans le chat. C'est vrai que parfois, on fait aussi avec les termes qu'on trouve. Donc là, dans des descriptions effectuées par des linguistes, bon, bah, on les reprend et il y aurait un travail intéressant à effectuer sur les termes. Et je suis assez d'accord avec ce qui peut être véhiculé hein, quand on compare par rapport à une autre langue. Là, néanmoins, c'est vrai que dans l'exemple d'une recréation littéraire où on n'observe pas quelque chose de véridique, on regarde le travail qui a été fait, et je crois qu'il a été fait par rapport hein, à une langue standard, disons. Là, ça a peut-être davantage sens
de procéder par comparaison et de regarder comment est-ce qu'il y a alors des ajouts, des choses enlevées, que ce soit phonèmes, mots, etc. Et puis après des choses différentes qui sont faites, mais où il y a quand même ce travail de variation par rapport à quelque chose. Et c'est là où on se situe dans un vernaculaire africain-américain qui n'est pas le vernaculaire africain-américain, qu'on n'est pas une forme, mais qui est vraiment une recréation littéraire. Donc je pense que voilà, ça s'explique aussi. Merci beaucoup d'être revenu là-dessus. Et je trouve que c'est très intéressant, en effet, la dimension littéraire dans laquelle on prend en compte du coup cette recréation du vernaculaire et qui, dans quasiment, en tout cas les romans en tout cas du XXe siècle qui vont venir invoquer le vernaculaire africain-américain, qui vont avoir tendance à l'invoquer en rapport à un anglais qui se veut plus normé dans la narration ou bien dans les répliques des personnages blancs qui entourent les personnages africains-américains. Et du coup, il y a, en fait, les romans eux-mêmes ont tendance à mettre en avant cette comparaison, justement. Mais en effet, c'est super intéressant de se poser la question de comment on décrit et qu'est-ce que ça implique, surtout au niveau de ce qu'on va dire, ce qu'on va appeler les absences, etc., etc. Juliette, tu voulais revenir là-dessus? Oui, je voulais remercier Katinka et Julie pour ces remarques que je trouve vraiment intéressantes. Et c'est quelque chose qui est au sens de la recherche de plusieurs d'entre nous, je pense. Moi, je travaille sur des romans écossais où j'ai toujours ce problème avec la définition de. Justement, j'ai remarqué dans beaucoup d'articles de la littérature sur le sujet qu'il y avait des termes de déviance, qui signalent des manques, des illusions, donc exactement ce dont on est en train de parler. Et pourtant, je remarque que les romans sur lesquels je travaille, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous aussi, sont destinés à un public anglophone large et sont donc très souvent construits sur l'anglais ou en tout cas dialoguent avec la norme anglaise qui est celle que le public a en commun avec l'œuvre. Et il y a pour moi cette articulation centrale sur le fait qu'on on publie pour un public anglophone large et qui moi me pose problème parce que je pense aux recommandations de Simona Bertacco qui est intervenue dans notre séminaire il y a quelques temps. Essayer d'adopter un vocabulaire décolonial dans notre façon de décrire les textes et la traduction. Et voilà, il faudra qu'on aille voir ces articles sur le sujet qui ont l'air passionnants. Et voilà, comment on modifie notre vocabulaire sur le sujet et comment on fait pour aborder des œuvres qui se placent quand même dans un entre-deux linguistique et qui sont obligées de se poser dans la norme anglaise, par exemple, pour être lues, pour dialoguer avec un public large. Merci Donc beaucoup. voilà, I open the floor to you. More questions. Sophie et Charlotte, c'était en rapport aussi avec cette question-là que vous souhaitiez intervenir? Sophie avait levé en premier la main, j'ai vu passer. Moi, non, en tout cas. Ok, ça marche. Sophie, c'était en rapport avec cette même question? Non, pas vraiment. Je suis désolée du bruit chez moi, donc je vais essayer d'être assez brève. C'était super intéressant. Merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment passionnant. J'avais une question pour Julie. J'étais intéressée de savoir si quand vous avez étudié, donc quand vous avez fait la comparaison de ces deux traductions, est-ce que vous êtes focalisé sur la traduction du vernaculaire ou est-ce que vous avez pris en compte d'autres éléments du livre et dans la traduction, des grandes stratégies de traduction qui ne concernent pas forcément ce sujet, mais qui qui pourraient vous aider dans la compréhension de cette traduction spécifiquement. Je ne sais pas si je suis claire, ça c'est la première question. Et aussi la deuxième question, ce qui m'intéresse, c'est Gone with the Wind, c'est aussi un film et du coup, qui est sorti presque immédiatement après le livre, enfin pas immédiatement, mais très peu de temps après, et en France aussi. Est-ce que la deuxième traduction, et c'est pas un peu, est-ce qu'il y a eu des liens entre la traduction audiovisuelle de ces films et la traduction littéraire, surtout pour la deuxième version, notamment parce que quand on parle du vernaculaire africain-américain, on parle surtout, donc vous avez parlé surtout des dialogues, donc de la traduction d'un langage oral, enfin d'un dialogue à l'écrit, comme le sous-titre, et finalement un petit peu comme le doublage pour certains aspects. Est-ce que ça a joué dans la traduction ou est-ce que vous l'avez étudié voilà.
sais pas si c'est clair, mais... Oui, oui, c'est clair. Je vais essayer de faire une réponse claire aussi. Alors, non, j'ai pas travaillé moi que sur le vernaculaire. En fait, la partie multilinguisme, c'était, enfin, l'aspect du multilinguisme hétéroglossie, c'était une des parties d'un mémoire plus général où je me suis également intéressée à la caractérisation des personnages, hein, autrement que dans le dialogue. J'avais travaillé également sur les représentations de l'expérience périnatale, que je trouvais intéressante, parce que c'est aussi quelque chose qui, en traduction, peut avoir beaucoup changé pour des questions liées à l'époque, au genre et très certainement aux représentations culturelles des traducteurs. Il y a une partie très intéressante dans le roman qui concerne comment dire, la caractérisation raciale des personnages, les épithètes utilisées pour les caractériser, hein, la traduction du N-word, voilà, là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Donc non, voilà, moi ça j'ai repris aujourd'hui un aspect du travail que j'ai fait. Je suis pas sûre que la seconde traduction soit beaucoup inspirée, enfin qu'elle soit très liée au film. Alors moi, j'ai pas intégré le film dans mon travail l'an dernier, parce que c'était un mémoire de M1, que j'avais déjà en volume de pages, un corpus assez conséquent, que j'avais pas forcément envie de regarder, de voir 10 fois le film pour travailler dessus aussi. Donc voilà, je l'ai laissé de côté, je l'ai revu une fois. Il me semble que la traduction, qui n'avait d'ailleurs pas été faite par Pierre-François Caillé, je ne sais pas par qui elle a été faite, la traduction des dialogues, je ne l'ai plus en tête, elle était à peu près de la même teneur que la traduction qu'il en a faite pour Gallimard. Voilà, elle est assez datée aujourd'hui, dirons-nous. Voilà. Merci beaucoup. On avait une question de Charlotte Croisier. Oui. Déjà, merci pour votre présentation, Julie, qui rejoint extrêmement mes propres intérêts, puisque ma thèse porte sur la retraduction de Gone with the Wind. Donc, elle s'inscrit vraiment là-dedans. Et je me demandais si, dans votre analyse justement de la retraduction, l'usage d'un parler normand, si on peut dire, presque du patois ou du cauchois, ça n'était pas quelque part une façon aussi, même si on fait un progrès par rapport à la traduction du vernaculaire, du premier vernaculaire, est-ce il n'y a pas aussi une idée de, comment dire, de rendre la traduction plus blanche, puisque le parler normand n'est pas un parler issu enfin, comment dire, exprimé par des personnes issues de minorités raciales, mais bien des personnes blanches. Donc, quelque part, est-ce qu'on n'efface pas aussi un peu la, la spécificité linguistique et raciale de ce parler-là? Et deuxième question en deux temps aussi, est-ce que il n'y a pas effectivement ah, j'ai perdu ce que je veux dire. Une notion de comment dire oui, d'effacement et oui, c'était ça ma question, j'y reviens. De dire que le fait que l'auteur, dans sa correspondance, a approuvé le choix de Pierre-François Caillé, qu'est-ce que vous en faites? Alors, sur le deuxième aspect, bah, elle l'a approuvé, oui, en même temps, dans la correspondance, elle explique aussi que elle lit plus ou moins le français, mais on est plus dans le moins que dans le plus, etc. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure elle était en situation d'évaluer, de juger réellement de la traduction sur sa qualité, sur les choix qui avaient été faits, sur d'autres possibilités qui auraient pu être suggérées. Enfin, on n'est pas dans un dialogue créatif comme certains auteurs peuvent parfois l'avoir avec leurs traducteurs. On est quand même, enfin, moi, il me semble plus sur de l'acquiescement. Sachant qu'à ce moment-là, elle était également engagée dans des correspondances. Il y a des extraits, il y a la correspondance de Margaret Mitchell qui a été publiée indépendamment de ces petits extraits relayés par Gallimard. Et voilà, elle était, je crois, beaucoup plus soucieuse de ce qui allait être fait
au sujet du film aux États-Unis qui était en préparation, où là, elle était très impliquée. Euh, donc, je ne suis pas sûre que la traduction française, malgré tout, ait été au cœur de ses préoccupations. Je pense que la correspondance avait plus d'enjeux pour Pierre-François Caillet que pour Margaret Mitchell. Ensuite, sur la première partie de votre question, je ne sais pas si, enfin, est-ce qu'un parler normand, oui, enfin, ou régional, métropolitain, il n'y a pas quelque part un effacement, peut-être par rapport à d'autres possibilités. Après, très humblement, je suis, moi, pas forcément en mesure d'être dans une démarche prescriptive par rapport à ça. Donc, je crois que il y a effectivement un certain nombre de parlers régionaux, que ce soit normands, picards, lorrains ou autres, qui sont de plus en plus fréquemment utilisés par des traducteurs contemporains actuellement, hein, pour retranscrire un certain nombre de variations, et donc pas du tout que le vernaculaire africain-américain. Sur des traductions de l'écossais, il me semble aussi que voilà, il y a des incursions faites dans différentes régions, que parfois le mélange justement permet d'éviter des choses un peu trop clichés, un peu trop rigides. Pour ma part, je trouve ça assez habile ce qui a été fait. Voilà, je vous réponds partiellement. Merci beaucoup, Julie. C'est très intéressant cette question d'utiliser le rural pour traduire ce vernaculaire africain-américain. En vrai, en vérité, c'est quelque chose qui est utilisé depuis vraiment. Pour le coup, c'est intéressant. C'est une stratégie que je vois qu'on observe traverser les âges. C'est-à-dire que Coindreau, quand il a traduit The Sun and the Fury, il a déjà utilisé ça, un patois vendéen. Euh, je sais que les retraductrices et les retraducteurs aussi de Carson McCullers ont fait la même chose dans les années 90, et ça se retrouve encore aujourd'hui. Et c'est fou, c'est vraiment une stratégie qui. Et pour tout ça, pour traduire le vernaculaire afro-américain. Donc c'est vrai que ça se retrouve à de nombreuses époques, et c'est très intéressant. Euh, J'avais une petite question pour Abdel Jabbar. C'était très intéressant dans la réécriture dont tu parles, un peu les défauts de l'équivalence des dialectes pour faire le lien entre l'expérience des esclaves dans Huckleberry Finn versus du migrant mexicain voilà, la réécriture dont tu parles. Est-ce que, euh, est-ce que déjà ce roman a été traduit? Est-ce qu'il existe une traduction de ce roman? Et sinon, est-ce que toi, tu envisages une approche de la traduction de ce roman qui irait du coup à contre-courant de cette notion d'équivalence? Ou est-ce que du coup, tu pensais qu'il faudrait la respecter, cette équivalence, même si tu n'es pas convaincu par elle? Voilà. Bien, merci beaucoup pour ta question. Non, le roman n'a pas été traduit et de toute manière, il est sorti dans l'anonymat le plus complet. C'est un roman qui n'a pas du tout marché d'un point de vue commercial. Donc, c'est un roman qui est sorti de façon très discrète. Donc, non, il n'y a pas eu de traduction. Après, moi, personnellement, dans le cadre de mon mémoire de M2, j'ai proposé une traduction des 30, des 35 premières pages à peu près, dans laquelle justement j'essayais de, d'adopter une traduction un peu plus, comment on pourrait dire, justement expérimentale, étrangéisante, avec justement proposer des stratégies. Alors je pense que je n'ai pas l'occasion maintenant de trop m'épancher là-dessus, mais disons des stratégies euh, qui pourraient, euh, entre guillemets, recréer euh, l'effet que pouvait avoir le texte original sans nécessairement passer par de l'équivalence, c'est-à-dire que comme disons que dans mon approche, la traduction ne peut pas ne se fait pas passer pour l'original. euh, je, j'essaie justement d'assumer ce parti pris et de garder cette forme d'entre-deux. Mhm. Comme je l'expliquais, que ça soit vraiment une langue, d'ailleurs, je pense que sur l'Incipit, ça se voyait un peu. C'est un roman qui vraiment est irrigué par la langue non standard, qu'elle vienne du Midland, du sud des États-Unis ou d'ailleurs. Et par conséquent, moi, je n'ai pas voulu du tout chercher d'équivalent dans le français.
J'ai essayé justement de rester dans cet entre-deux de recréation créative d'un effet oral et non standard, sans chercher des stratégies ou des approches préexistantes, même si encore une fois, c'est impossible d'aller à contre-courant complètement, surtout tout seul. Donc oui, voilà, disons que je suis personnellement pas très attaché à l'équivalence, disons. Voilà. Ouais, c'était plutôt clair dans ton propos, c'est super intéressant. Et c'est génial que tu puisses faire entreprendre cette démarche dans le cadre universitaire qui, pour le coup, oui, laisse place à cette liberté, à cette possibilité d'expérimentation, puisque de toute façon, disons que ça a moins pour but d'être diffusé à large échelle, comme des traductions chez Gallimard, chez Stock, même chez Gallmeister en soi, qui sont aussi très diffusées aujourd'hui et ouais, qui laissent peut-être un petit peu moins la place à l'expérimentation, même si certaines traductions à large diffusion aujourd'hui peuvent se montrer assez expérimentales. Je pense notamment aux traductions chez Zulma. La retraduction la plus récente de The Rise of Watching God, justement de Hurston, dont on parlait, que tu as mentionné, Julie, a été publiée chez Zulma et elle se veut assez étrangéisante pour le coup. Oui, si je peux me permettre, effectivement, je rebondis. Effectivement, les traductions de Sika Fakambi sont ouais, s'inscrivent vraiment dans cette ligne. Et puis, sa dernière traduction de Hurston, elle est incroyable. Enfin, moi, je suis dans une admiration totale, quoi. Oui. C'est Ouais. magistral, hein, moi C'est magistral, c'est magistral. Et je trouve que Sika Fakambi a vraiment une manière de parler de son geste traductif qui est absolument fascinante parce que en fait, elle arrive à en dire, enfin, elle arrive vraiment à dire ce que ça fait, même dans le passage dans le corps de ce geste traductif elle en parle vraiment bien. Oui, je suis tout à Ouais. fait d'accord. Il y a des interviews vraiment, elle parle très bien, c'est presque, sa démarche est presque poétique, enfin, la manière dont elle en parle. Oui, tout à fait. Et pour autant, elle m'a confié aussi, voilà, par un court échange, que elle avait aussi une approche qui se voulait très, pas viscérale, mais instinctive en tout cas, qui se base pas forcément sur les débats théoriques et traductologiques de la traduction du vernaculaire africain-américain, etc. Donc c'est Mhm, mhm. ça. Alors, il nous restait, j'y reviens parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'elle est dans le chat, une question pour Julie. Donc, je dois remonter un petit peu, voilà, qui était posée par Jeanne Sauvage, qui posait une question sur la recréation de la AVE pratiquée par Mitchell. Donc, lorsque son éditeur américain a essayé de modifier ses dialogues, elle a refusé qu'il touche à la moindre apostrophe en expliquant que ces variations dialectales étaient le fruit de mois de recherche linguistique, notamment pour différencier le discours des esclaves domestiques Prissy et Mamie et celui des travailleurs dans les champs de coton de Tara, donc Big Sam par exemple. Est-ce que vous avez remarqué cette distinction entre différents locuteurs noirs dans le texte source et si oui, quels en sont les marqueurs? C'est aussi intéressant de se poser la question du coup de comment ça a été traité dans les traductions. Oui, effectivement. Des modifications dont on ne connaît pas forcément précisément la nature, mais des modifications avaient été suggérées, qu'elle a refusé en bloc et très fermement en expliquant qu'elle avait fait des recherches poussées et elle s'appuyait notamment sur un ouvrage qu'elle citait, que j'ai pas réussi à consulter, mais qui a été cité depuis par un certain nombre d'auteurs et qui peut interroger sur la manière dont elle a voulu recréer est réellement en décalage par rapport à un Américain standard, parce que c'était en gros le propos de l'ouvrage sur lequel elle s'était appuyée principalement. En fait, dans le roman, les personnages blancs du roman, donc en l'occurrence hein, les familles esclavagistes, comme la famille O'Hara, n'interagissent quasiment qu'avec les personnes au statut d'esclaves domestiques et pas du tout avec les travailleurs des champs de coton. Donc, alors que chez d'autres auteurs, il y a des variations intéressantes entre ces deux groupes-là, finalement, elles n'ont pas l'espace pour exister dans le roman. Le personnage de Big Sam, par exemple, n'a que quelques lignes de dialogue dans tout le roman. Donc, voilà, elles sont effectivement très marquées, ces lignes de dialogue, par du dialecte oculaire.
très difficile à déchiffrer. Donc, il y a effectivement une différence très nette. Et sinon, la différence se trouve surtout dans la caractérisation et dans les adjectifs qui sont employés, parce que là, pour le coup, ces esclaves qui travaillent dans les champs, un vocabulaire réellement animal est utilisé pour les décrire. Donc, s'il y a une différence qu'on trouve, il me semble qu'elle est davantage dans la narration que dans le dialogue. Ouais. Donc là, une fois de plus, la caractérisation est peu subtile, comme tu as pu Oui. le dire plus tôt. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, je crois que j'ai fait le tour, en tout cas, des questions qui étaient dans le chat. Si jamais j'ai loupé une question, n'hésitez pas à vous manifester. Ce serait dommage que ce ne soit pas posé parce que je l'ai loupé. Alors, sinon, j'avais du coup peut-être une deuxième question pour Abdel-Jabbar pour revenir un peu sur ton approche qui se veut un peu plus étrangérisante, potentiellement expérimentale. Est-ce que tu as réussi à définir des techniques qui ont pu t'aider, en tout cas, à proposer cette traduction des premières pages, vraiment des techniques, des stratégies précises que tu as réussi à vraiment identifier, à systématiser dans ta traduction, etc. Eh bien, oui, par exemple, justement, pour reprendre l'exemple du a prefixing, qui se Mm. trouve vraiment dans beaucoup d'occurrences dans le roman. Euh, Évidemment, c'est un a prefixing qui ne se retrouve pas forcément toujours à la même place et ne revêt pas toujours la même fonction grammaticale. Et notamment pour le a prefixing qui venait plutôt on va dire, qui venait dans le cadre d'une proposition subordonnée relative, j'avais proposé de justement, euh, par exemple, dans un exemple, je crois, de tête, euh, Huck qui décrivait le ciel et qui parlait du ciel, et dans une proposition subordonnée, disait euh, a twinkling, voilà. Et au lieu de justement traduire par qui brillait de façon séparée, j'ai voulu justement utiliser le que comme un préfixe, de la même manière que le a prefixing, et justement le coller au verbe, justement, par exemple. Euh, voilà, c'est la première chose qui me vient en tout cas. Donc, ça donne quoi concrètement là? Ça donnait qui brillait, mais écrit de façon collée, avec le qui D'accord, d'accord, tiré, le qui ferait office de préfixe d'accord, ouais, au verbe. d'accord, très bien. Ouais, ouais, merci beaucoup, merci. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment une démarche intéressante. C'est super. Est-ce que tu as prévu de Merci. le traduire en entier, ce roman, ou pas spécialement, du coup? Non, mais bon, pourquoi pas. Je sais qu'avec Madame Lévy, on avait contacté l'auteur, mais il n'a jamais répondu. Donc, Dommage. voilà. Oui, ça arrive. Ok, super. Est-ce qu'il reste des questions de la part du public? N'hésitez pas. J'en profite juste pour remercier Adel Jabbar pour sa communication qui était passionnante. Et j'ai adoré ce que tu as expliqué sur le lien entre les images mentales et les représentations qui se nourrissent l'une l'autre et vice-versa sur la fonction sociale des textes présentant des voix minoritaires. Voilà, j'ai trouvé que c'était très clair et merci beaucoup. Comme on dit, ça stimule beaucoup d'idées. Ouais. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on est revenu à des propos très théoriques. Moi, j'ai plus du tout l'habitude de réfléchir. Enfin, je suis pas la plus forte en théorie, donc c'est super de, de recevoir des présentations qui se focalisent là-dessus et de pouvoir ouais, se laisser inspirer par ça. On arrive souvent à se questionner sur le réalisme, l'authenticité, l'impact des œuvres sur lesquelles on travaille sur l'imaginaire d'un endroit ou d'un autre. Complètement. Bravo pour ça. Ouais, c'est clair. Y avait-il d'autres questions ou d'autres remarques? Alors juste pour repréciser, l'enregistrement, donc j'ai une question là-dessus, l'enregistrement il sera disponible sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, donc ça ce sera disponible d'ici peu, dès qu'on aura eu l'occasion de la télécharger là-bas. Voilà, pour répondre à la question. Si nous n'avons pas... Bah, Salvador, excusez-moi, mais du coup, le nom de la chaîne YouTube, ce serait quoi? Alors normalement c'est Je suis traduire pas les... familier avec les conférences.
Alors, normalement, ça devrait être le nom de notre réseau, donc Traduire les voix minoritaires. Dans tous les cas, le mail, enfin, pardon, vous recevez nos mails de notre newsletter ou... Non, non, du tout. Enfin, moi, je suis désolé. Enfin, je débarque un peu. Moi, simplement, je suis en master de rédaction à Créteil et une de mes professeurs nous a envoyé le lien de votre Zoom. Donc, enfin, bon, ça tombe pile moi avec sur mes études. Donc, Génial. c'est bien, mais donc je ne vous connaissais pas. Enfin, en tout cas, pas outre mesure. Bah, c'est parfait, bienvenue du coup. Et en effet, donc le lien, donc Tiffany vient de le mettre dans le chat, le lien euh, Ok. de notre chaîne YouTube, tout sera disponible là-dessus. Et du coup, bah, vous pourrez retrouver aussi les conférences précédentes, enfin les séminaires précédents, si jamais ça vous intéresse. Très Mais intéressant. bah, bienvenue du coup dans le réseau. Je partagerai avec mes professeurs qui connaissent peut-être déjà des membres de votre équipe. Oui, c'est très possible que certains de nos collègues soient déjà connus par vos professeurs, en effet. C'est très possible. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je pense que nous pouvons clôturer cette séance. Je suis vraiment ravie d'avoir pu modérer cette séance. C'était vraiment très fascinant. On a eu pas mal du public aujourd'hui et c'est vraiment un honneur de vous avoir. Un plaisir de pouvoir partager voilà, des débats aussi intéressants avec vous. Sur cette question, la question de la traduction des dialectes, des vernaculaires, etc., c'est quelque chose qui fait toujours beaucoup parler. Et voilà, cet espace pour en discuter a été très intéressant, très respectueux également. Donc, merci à toutes et tous. Notre prochaine séance, elle aura lieu le 23 mai. Nous recevrons du coup Soline Ventier qui nous parlera des enjeux de la traduction des œuvres littéraires protactiles. Donc, vous recevrez, comme d'habitude, les mails pour vous tenir au courant donc, du lien d'inscription, etc. Ça aura de nouveau lieu en ligne à 17h le 23 mai prochain. Merci à toutes et tous. Merci encore une fois à Julie et à Abdeljabbar pour vos superbes présentations. Et à très bientôt. Bonne soirée à tous et toutes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Merci pour vos interventions, Katinka. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Merci à nos invités. J'ai mis le lien de la mailing list si certaines personnes sont intéressées.